Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, simplement votre identité, votre parcours et vos mandats? Donc je m'appelle Eric Alauzet, j'ai 64 ans aujourd'hui. Ah, bon anniversaire. Merci. Je me suis engagé en politique, j'avais 28 ans. Mais en fait, si je regarde les racines, ça remonte bien avant. Je pense que j'étais délégué de classe. Voilà, c'était une façon déjà d'être engagé. Voilà. Je pense que mon éveil politique, il vient au-delà de l'intérêt pour les autres. Il vient de sans doute la découverte des philosophes des Lumières en première, 18e, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau en particulier. Et puis, ça c'était ma partie humaniste, on va dire. Et puis après, mes études de médecine. Et là, je découvre la question de la santé et de l'environnement. Et je recherche un peu des médecines alternatives. Donc je fais une formation d'acupuncture, qui est une médecine qui m'ouvre aussi sur la relation de l'homme et de son environnement dans la santé. Et donc ma découverte de l'écologie et mon engagement pour l'écologie. Et puis après, j'ai été élu. J'ai rempli différentes fonctions et là, j'ai vu la vie pratique des uns et des autres, et notamment les aspects économiques. Voilà, social, écologie, économie, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Ok, très Passons à la deuxième question. Vous êtes donc candidat aux élections législatives, mais est-ce que vous pourriez expliquer simplement pour les nombreux jeunes qui nous regardent et qui ne sont pas forcément intéressés par ces élections, qu'est-ce qu'un député et quelles sont ses missions? Un député, c'est à la fois la vie de tous les jours et les grandes négociations nationales, internationales. Un député, c'est à la fois la proximité avec les gens au quotidien, et puis avec les ministres, les cabinets ministériels. Donc c'est un peu une plaque tournante, le député. Il est au carrefour des préoccupations locales et internationales, des gens, des voisins, de la proximité, des associations, des entreprises, et puis aussi des grands acteurs nationaux et internationaux. Voilà. Et on balaye tous les sujets. Voilà, l'éducation, la sécurité, l'écologie, la santé, tous les sujets, rien n'échappe. Si on est curieux, il y a vraiment de quoi faire en faisant de la politique. bien. Ok. Et donc vous êtes donc député depuis 10 ans et vous représentez à nouveau pour ces législatives. Et donc quelles sont vos motivations et qu'est-ce qui vous pousse à représenter votre candidature finalement? J'ai failli arrêter, parce que ça fait 30 ans que je fais de la politique, que j'ai 64 ans, comme je disais tout à l'heure, que il y a un temps pour tout. Et puis, j'ai un peu de mal à discerner vraiment ce qui m'a conduit à repartir. Sans doute la situation extrêmement difficile. On a plein d'enjeux extrêmement compliqués euh, liés à la mondialisation, qu'elle soit commerciale ou financière, la question du climat qui est aussi internationale, celle des trafics et des fraudes en tout genre, qui est souvent aussi des références internationales. Bref, tous les problèmes sont souvent ressentis dans la vie quotidienne des gens, mais ils ont souvent une dimension internationale. Et avec mon parcours, mon expérience, ma vision globale et cohérente, enfin, chacun sa cohérence, mais je disais écologie, sociale, économie, démocratie, etc. Bon, voilà, tout ça, je pense, me permet dans une période extrêmement difficile de tension dans la société, d'avoir cette vision globale et de pas me réfugier dans des solutions simples ou simplistes, de voir la complexité des choses, de pouvoir expliquer aussi à nos concitoyens qui se déchirent assez volontiers, ramener de la pacification, de la modération. Voilà, je pense que j'ai cette qualité-là face aux excès, aux vérités toutes faites, aux certitudes qui ont tendance à prendre le dessus en ce moment et aux fausses informations. Nous vous donnons maintenant exactement une minute pour convaincre. Quels sont véritablement les points phares de votre programme et pourquoi voter pour vous, en quelques phrases? Alors, si je parle du programme, parce qu'il y aurait d'autres points forts qui seraient ma personnalité, ma cohérence, mon expérience, mon humanisme, mes qualités humaines, voilà. Mais si on parle du programme, je vais vous en dire deux ou trois. Le fait d'ailleurs que le président, lors de son discours à Marseille, ait donné une inclinaison très forte son ambition écologique, ça a été un des éléments qui m'a fait basculer. J'avais déjà pris ma décision, mais qui m'a renforcé en disant ton profil, avec tes 30 ans d'écologie, il n'y en a pas tant que ça, des députés qui ont cette histoire-là, et ça va être un appui très fort pour le président. Donc l'écologie. Des mesures totalement révolutionnaires comme la solidarité à la source. Il y a 40% de nos concitoyens qui ne recourent pas à leurs droits
sur les prestations minimales, que sont par exemple l'APL, l'allocation logement, le RSA, ou encore la prime pour l'activité. Eh bien, nous allons mettre à la source, une solidarité à la source, comme il y a un prélèvement à la source, il y aura une solidarité à la source qui permettra à ces personnes d'avoir les prestations et de sortir un certain nombre de personnes de la pauvreté. Ça, c'est une mesure forte. Et puis, comme on raisonne encore un peu droite-gauche, ben voilà, c'est une belle mesure de gauche, comme d'ailleurs le 100% santé dans la mandature précédente. Voilà, ben je crois que j'ai lâché la minute là. Oui, non voilà. Voilà. C'est pas... Alors, vous représentez du coup une circonscription plutôt locale. Et donc, quel lien vous pouvez faire entre les décisions qui sont prises au niveau local et les débats qui se jouent à l'Assemblée? En 2 mots, comment en fait on fait le lien entre l'Assemblée et sa circonscription? Et est-ce que vos mandats locaux ils vous ont aidé finalement à appréhender les mandats nationaux? Alors, je vous le disais tout à l'heure, un député, c'est une plaque tournante. Ouais. Donc, évidemment, c'est l'ascendant et le descendant, c'est les deux mouvements. C'est-à-dire que c'est faire remonter les faire remonter. Oui, on fait remonter parfois des préoccupations directement, mais surtout on les prend en compte dans notre réflexion et dans la façon dont on va traiter telle ou telle loi, tel ou tel amendement. Et puis c'est aussi faire redescendre ce qui est décidé en haut pour que les citoyens comprennent bien les décisions et puis qu'on vérifie comment elles s'appliquent à la base. D'ailleurs, une de nos missions principales, c'est pas seulement de voter les lois, c'est d'en vérifier l'application, de contrôler le gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Donc nous sommes vraiment un carrefour. Et évidemment, quand on a une expérience d'élu local, comme c'est mon cas, pendant 30 ans, conseiller municipal, conseiller régional, adjoint au maire, vice-président du conseil départemental, président d'une structure de traitement des déchets, on a une énorme expérience et on connaît les problèmes et surtout on évite les ornières. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, il faut éviter les solutions faciles. On évite les ornières parce qu'il y a tout le monde a des bonnes idées surtout, mais il faut aussi très très vite projeter l'idée pour savoir concrètement ce qu'elle va donner, les avantages qu'elle va apporter et les inconvénients éventuels. Et c'est toujours comme ça. Il n'y a jamais de loi idéale. Donc l'expérience locale, elle permet de mieux appréhender, de mieux intégrer la complexité. Et c'est pas trop dur de représenter justement le rural à Paris, la métropole, ou c'est pas trop difficile de représenter ça? Non, c'est pas dur. Alors moi, c'est pas le cas de tous les députés. J'ai la chance d'être sur une circonscription qui est une petite France. Parce que j'ai le centre-ville de Besançon, qui est, allez, on va dire Bobo, pour faire simple. Juste autour, on a les quartiers plutôt bourgeois, pour le coup. Après, on a des quartiers un peu plus modestes, mais des cadres moyens ou des fonctionnaires qui vivent pas trop mal. Et puis, on a les quartiers, la politique de la ville, beaucoup plus difficile, où il y a du chômage, d'immigration, des enfants en difficulté. Et puis après, on arrive dans la périphérie de Besançon, où on a à nouveau une population un peu bourgeoise, dans des pavillons. Et puis on s'éloigne, on a le rural, on a l'agriculture. Voilà, donc moi j'ai tout. Donc je vois tout, et donc ça c'est une force et une chance. Il y a des circonscriptions qui sont purement urbaines ou d'autres purement rurales. Donc moi j'ai la chance de pouvoir m'intéresser à tout, mais du coup c'est un peu lourd parce que tous les sujets me concernent, quoi. Donc on essaie des fois un peu de trier quand on est député parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout. Voilà, donc c'est pas difficile de faire remonter les préoccupations rurales parce que je les vis, mais ni plus ni moins que toutes les autres préoccupations. Partons maintenant sur une tranche de l'électorat un peu plus spécifique. On a constaté que l'abstention chez les jeunes donc de 18 à 24 ans était élevée, environ 42%. Alors comment redonner le goût de la politique chez les jeunes? Comment lutter contre ce désintéressement et cette apathie? Quelles sont vos propositions pour que les jeunes qui pensent que leur voix n'est pas entendue, ni même écoutée, puissent accorder leur confiance à leurs représentants? Je vais être franc, j'en sais rien. Parce que tout le monde fait ce constat-là. Alors l'abstention en général, à chaque élection, vous avez tous les candidats qui disent il faut aller chercher les abstentionnistes, et puis personne, et puis il y a toujours un peu plus d'abstention à chaque fois. Donc c'est des discours un peu creux. Et la jeunesse. C'est justement cette politique d'aller chercher l'abstentionniste qui crée l'abstention? Non, mais elle ne la règle pas. Elle ne la résout pas. Elle ne la règle pas. Moi, j'ai une pratique très particulière. Il y a que moi qui fais ça pendant la campagne électorale. Je fais 95% de ma campagne, c'est du porte-à-porte. Justement pour aller débusquer, à dessein ce terme, les gens chez eux. Si je fais des réunions publiques, je verrai personne, je verrai des cheveux gris. Et donc, quand je fais du porte-à-porte, je vois des jeunes. Voilà. Et donc, c'est le seul moment où j'arrive à toucher des jeunes. Alors, parfois, quand je vais sur des manifestations, bien entendu, où il y a plus de jeunes, des choses comme ça. Franchement, je ne sais pas qui a la solution pour intéresser les jeunes, mais il y a une désaffection générale, plus chez les jeunes, mais elle est générale. Donc, et elle n'est pas française. Elle est globale. On dit le président, il a été élu qu'avec 72% des
des électeurs. Biden, il a été élu avec 65% des électeurs, encore moins. Donc c'est vraiment général, c'est très très difficile. Je pense qu'il y a des responsabilités partagées, sans doute du politique. Alors ce discours, les politiques ne règlent pas les problèmes, tous pareils, etc. Voilà, qui a un peu une facilité aussi, hein, qui traduit même, je vais être un peu provocateur, une certaine paresse. Pas que des jeunes, mais aussi des jeunes. En gros, je ne m'y intéresse pas parce que de toute façon ça ne sert à rien. Mais c'est aussi, je ne m'y intéresse pas tout court. Et du coup, quand on me demande mon avis, eh ben, comme je ne sais pas grand-chose, eh ben, je dis qu'ils sont tous nuls et qu'ils n'ont rien. Voilà. Donc, c'est le côté un peu négatif, hein, de la présentation. Là. Mais peut-être aussi, les jeunes ne trouvent pas des modalités d'expression. Par contre, on voit des jeunes dans des actions plus ponctuelles, qui sont des actions plus associatives ou des causes, des choses comme ça. Et d'une manière générale, on voit que les gens ont du mal à s'investir de façon régulière. C'est-à-dire les gens sont prêts à s'investir ponctuellement, sur un temps donné, sur une cause donnée, mais pas régulièrement. Et on le voit dans les associations en général, ils ont de plus en plus de mal aussi, dans les syndicats et dans les partis politiques, il y a de moins en moins de monde. Et dans les associations, les gens vous diront, on a de moins en moins de gens qui veulent venir, par exemple, au conseil d'administration toutes les semaines. Parce que c'est un travail de fond. Voilà. Le travail de fond, on est dans une société un peu de l'immédiateté, du zapping, on grappille à droite à gauche, on picore. Et il y a cette question de culture où, oui, quand on s'engage, parfois, on s'engage sur le long terme et régulièrement. Et ça, comment réinstaurer cette idée-là, y compris chez la jeunesse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc c'est une question qui me laisse perplexe. Et vous pensez que peut-être pour régler ça, il faudrait plus de contact avec les personnes ou passer par les réseaux sociaux qui sont très utilisés par les jeunes ou est-ce que c'est peut-être à cause de la chute du clivage peut-être gauche-droite ou de la chute des anciens partis peut-être c'est lié à ça ou pas? Clivage gauche-droite, non, parce que c'est la même chose dans les autres pays. Où on peut avoir du clivage gauche-droite, non, c'est une tendance de fond sur le temps long et pas juste là. Maintenant, non, parce que le clivage gauche-droite, d'ailleurs, gauche-droite, je ne suis pas sûr que les gens se repèrent. Quand on a un clivage comme en ce moment qui est nationaliste-souverainiste, d'un point de vue de la sémantique, ça parle plus que gauche-droite, parce que chacun met derrière la gauche la droite, et donc gauche-droite, à mon avis, c'est pas porteur, il faudrait dire ce que c'est. Peut-être la solidarité contre l'individualisme, ça parlerait plus. Mais quand on est souverainiste, nationaliste versus mondialiste ou global, déjà ça parle un peu. Donc je ne pense pas que ce soit une question de clivage gauche-droite. Non, moi je pense que c'est l'individualisme, c'est peut-être aussi l'inquiétude générale et des générations plus jeunes qui se disent oh là là, comment on va faire pour régler toutes ces questions, et puis je ne vois pas d'offres politiques qui m'apportent des réponses, et donc on peut se décourager aussi. Il y a peut-être du découragement dans la non-participation. Ça mérite beaucoup d'approfondissement sociologique, psychologique, pour comprendre tout ça et les ressorts. Est-ce que les réseaux sociaux, oui, en partie, les réseaux sociaux sont une réponse. On le voit justement dans la mobilisation ponctuelle sur des causes. Ça marche assez bien. Mais ponctuelle, quoi. Ponctuelle. Je sais pas, peut-être, je sais pas, si l'école aussi, je sais pas. Vous reconnaître le vote blanc? Moi, je sais pas comment je me suis intéressé à tout ça quand j'étais, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'avais 17 ans. Parce que voilà, en lisant, en discutant avec les professeurs dans la classe, les profs de français, la Rousseau, de Montesquieu, tout ça, enfin, c'est la politique, ça. Et ça m'a passionné. Puis on en parlait entre copains, voilà. Voilà, je sais pas. Le vote blanc, je comprends pas cette histoire de vote blanc. Franchement, je ne le comprends pas. Si l'objectif, c'est de jeter encore un peu plus de désordre dans la société, au motif que, si on compte le vote blanc, avec notre système institutionnel, on a la majorité si on a 50%. Donc, vous avez un candidat qui fait 48 et l'autre qui fait 42. Si l'objectif, c'est de dire, aucun des deux n'est élu parce qu'il n'a pas 50%, on fait chamboule tout et on recommence, pour faire quoi? Refaire la même chose. Donc, si c'est juste pour punir les élus et puis dire, t'as pas élu parce que t'as pas la majorité, je le ressens un peu comme ça, franchement. Hein. Je vois vraiment pas l'intérêt de faire en sorte que, parce que ça ne peut être que ça, que l'élection n'aboutisse pas. Je vois pas l'intérêt sinon, parce qu'on les comptabilise, les votes blancs, sauf qu'ils ne sont pas comptabilisés dans le décompte final. Franchement, je ne comprends pas ce débat sur le vote blanc. C'est une fausse solution en fait. Je vois pas l'intérêt. Parce que si, alors, admettons qu'on dit on compte le vote blanc, alors on change la règle. On dit qu'on peut être élu avec une majorité relative. Je peux être élu avec 48% face à mon adversaire qui a 42%. Ou alors on ne change pas la règle, mais ça veut dire qu'à la fin de l'élection, il n'y a pas d'élu. Mais on tire quoi comme conclusion, ça, qu'il n'y a pas d'élu? Que personne ne satisfait au désir des Français?
Et donc on refait une autre élection avec d'autres gens, mais qui ne m'ont pas plus rassemblé la majorité. Je ne vois pas bien l'intérêt, si ce n'est de vouloir déstabiliser encore un peu plus notre pays, système institutionnel. Oui. Ah, je vous parle cash. Hein. Ah, c'est bien. Nous sommes là pour ça. Donc vous avez été élu sur la base d'un programme et est-ce que vous avez réussi finalement à le mettre en place, à le respecter, ou est-ce qu'au contraire vous n'avez pas perdu vos illusions? Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés auxquelles vous n'aviez pas pensé? Et est-ce qu'il existe des difficultés lorsqu'on est député auxquelles on ne pense pas, où on n'a pas d'idée, on ne se rend pas compte, qui brident un peu votre action et qui contribuent donc à rompre un peu encore le lien de confiance entre les représentés et représentants? Ouais, elle est compliquée, parce qu'elle est longue, il y a tellement de choses à dire. Si on a un vieux, je vais me mettre dans les vieux, à 64 ans, député ou élu d'ailleurs, ou un jeune, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi j'ai toujours les mêmes envies, les mêmes aspirations, le même idéal de société, mais mon expérience fait que je sais ce qui est possible et pas possible. Alors, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. C'est très relatif, parce qu'on pourrait dire aussi qu'avec l'âge, on pourrait se résigner, perdre ses illusions, comme vous le dites, puis dire oh, de toute façon on n'y arrivera pas, et baisser les bras un peu facilement. Hein. Donc je ne suis pas ignorant de ce risque-là. Mais l'expérience, ça sert aussi à savoir le monde du réel, c'est-à-dire à mieux comprendre le réel tel qu'il est, et à mieux savoir ce qui est possible de présenter. C'est pour ça sans doute que je suis passé d'un mouvement, les Verts, idéaliste, parfois un peu trop dans les certitudes, certains diront le dogme, à un mouvement plus central, plus modéré. Est-ce que c'est l'effet de l'âge ou d'autres choses? Je ne sais pas, les deux peut-être, mais qui me fait appréhender les choses avec beaucoup. J'ai pas envie de mentir aux gens. Voilà. Et j'ai pas envie de leur présenter une société idéale alors qu'une fois élu, je ne pourrais pas la mettre en œuvre. Voilà, je ne veux pas décevoir les gens, donc j'essaie d'être réaliste et de voir ce qui est possible de faire. Vous voyez, on promet là le revenu de base, on promet une retraite à 1100 euros, mais on ne promet pas la retraite à 1500 euros, on ne promet pas la retraite à 60 ans. Voilà, pour moi, je me sentirais... je penserais trahir les gens en faisant de telles promesses. Même si on peut rêver de ça, mais c'est juste, ben voilà. Alors pas possible de dire, ben si c'est possible, il faut des ruptures profondes, il faut tout chambouler, etc. Bon, à chacun sa réflexion. Alors je réponds pas bien à votre question parce qu'il y avait tellement de facettes dans votre question que... voilà, moi, j'ai une attention aux autres, je suis sensible à la souffrance des autres, médicale, parce que c'est mon métier, à souffrance sociale, et je veux aider concrètement les gens, pas à pas, à progresser. Je veux qu'ils retrouvent leur autonomie, surtout, leur indépendance, pour qu'ils aient confiance en eux, qu'ils n'attendent pas tout de la société, mais la société est là aussi pour protéger les gens. Donc j'essaie de concilier tout ça, le réalisme avec l'idéalisme. C'est pas facile. Vous savez, regardez l'histoire et dans tous les pays, combien de dirigeants ont promis telle et telle chose et n'ont pas forcément réussi à tenir tout ce qu'ils avaient dit. À ce moment-là, si on considère que la désaffection est simplement le résultat des échecs des politiques, à ce moment-là, ça existe partout depuis la nuit des temps. C'est pas nouveau. Non, je pense qu'il y a des explications, je reviens sur la question précédente, mais elle est un peu liée sur la désaffection. C'est pas juste que les élus n'arrivent pas à réaliser leurs promesses ou à donner satisfaction. Je pense qu'il y a deux choses, je vais terminer là-dessus. Il y a à la fois des problèmes de plus en plus complexes, j'avais commencé par ça, qui sont liés à la mondialisation, le commerce, la finance internationale, le climat, je me répète par rapport à ce que je dis au début, les trafics en tout genre, les conflits armés, etc. Et ça, c'est de l'ordre de l'international. Et puis, vous avez de l'autre côté une aspiration de nos concitoyens, une exigence de plus en plus forte, légitime ou pas, une impatience, un individualisme. Et quand vous confrontez les deux, c'est-à-dire la difficulté du politique dans un cadre national à régler les problèmes dont beaucoup ont des racines internationales, donc ils rament, les politiques, pour régler les problèmes de plus en plus, et on ne reviendra pas en arrière, on ne reviendra pas dans le cadre de nos frontières, je n'y crois pas un instant.
Donc des politiques qui rament pour régler les problèmes parce qu'ils sont globaux, et des citoyens de plus en plus exigeants, eh ben, le fil se tend. L'écart se fait, on voit, si vous voyez, parce qu'il y a la caméra, l'écart est de plus en plus important, et ça fait boum, quoi. Voilà. Entre l'exigence des citoyens et la difficulté, je ne vais surtout pas dire la puissance, des politiques à régler les problèmes, eh ben, la tension, elle augmente. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez employé les mots de souverainiste, mondialiste, nationaliste. Vous ne pensez pas aussi que le désintérêt, quelque part, il prend aussi ses sources dans ce vocabulaire qui paraît très bureaucratique ou technocratique? Mais pas plus que gauche-droite, comme je le disais tout à l'heure. Gauche-droite, moi, c'est un repère parce que je sais ce qu'il y a dedans. Je pourrais expliquer pour moi quelle est la différence entre la gauche et la droite. Je ne suis pas sûr que tout le monde en ait la même définition. Voilà. Pour moi, la droite, c'est l'individu et la gauche, c'est le collectif. Les deux ont leurs valeurs, les deux ont leurs dérives. L'individualisme, si c'est l'émancipation, la réalisation personnelle, parfait. Si c'est l'égoïsme et le repli sur soi, c'est pas bien. Le collectif, si c'est l'attention aux autres, c'est parfait. Si c'est la déresponsabilisation, ça va pas. Bon, c'est ça pour moi, mais je suis pas sûr que tout le monde ait la même définition. Mais je suis pas sûr que ça, comme je le dis là, peut-être que ça parle un peu, mais globalement, quand on dit gauche-droite, ça parle pas à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de gens se sont dégagés de ce rapport-là en disant de toute façon, ça ne produit pas, des résultats, mais ça ne produit même pas des débats forcément intéressants. Et ça ne m'enrichit pas, je ne progresse pas en participant au débat droite-gauche. Et vous pouvez faire la même réflexion sur l'autre débat, mondialiste, nationaliste, mais il a son intérêt aussi, ce débat-là. Il ne solde pas la question du débat politique, mais il a aussi son intérêt. Les deux ont leur intérêt, à mon avis. Et les deux ont leurs limites. Alors vous avez été candidat de la majorité, donc La République En Marche, pour la mairie de Besançon. Pourtant, en dépit de votre programme, de votre engagement écologique, vous n'avez pas soutenu les habitants, en tout cas pas clairement, qui souhaitaient empêcher la destruction du jardin des Vêtes. Vous avez appelé à une sorte de convention citoyenne à l'époque. Pouvez-vous clarifier vos positions sur la question environnementale et en particulier sur la bétonisation des espaces urbains? D'un point de vue local, comment le député peut-il participer à la protection de l'environnement? Souvent, l'écologie, ça a été une confrontation entre la nature, l'environnement et l'économie. Beaucoup de débats qui se sont résumés en disant si on fait telle chose pour l'environnement et l'écologie, ça va pénaliser l'économie, voire le social, provoquer du chômage par exemple. Si on ferme les centrales au charbon qu'on est en train de fermer, ça fera du chômage. Si on a moins de voitures, ça fera du chômage. Donc ça a souvent été ça le débat. Il se trouve que dans le sujet des Vêtes, c'est pas exactement ça le débat. C'est pas écologie contre économie ou face à économie, c'est écologie face à écologie. C'est pas juste d'un côté la bétonisation des Vêtes et la vie rose, c'est la bétonisation des Vêtes ou les allers-retours en bagnole tous les jours entre ce qu'on va pas construire aux Vêtes mais construire à 10 km de Besançon. C'est un vrai sujet ça. Quand on est écologiste, on réfléchit à la façon de faire, je mets des guillemets, la densification urbaine. Parce que sinon, c'est-à-dire qu'on met des habitants là où il y a les activités, le commerce, les écoles, les loisirs, le travail, etc. Si on éloigne de plus en plus les gens, ce qu'on a fait depuis 50 ans, avec les banlieues, c'est la noria des voitures, de la pollution, du temps perdu, avec des conséquences économiques, de l'énervement, du temps perdu sur la vie familiale, des pollutions, et de l'encombrement, etc. etc. Donc, moi je trouve qu'être écologiste et résumer ce débat, c'est pas vous qui le faites, vous faites le porteur de la bétonisation des Vêtes, je trouve que c'est une réduction absolue. Et c'est en ça que l'expérience politique, mon recul sur l'écologie, ma prise en compte globale de l'ensemble des dimensions, me fait pour tenir un discours cohérent, fort et puissant, pour dire non, je ne suis pas d'accord du tout avec ceux qui défendent les jardins des Vêtes. Et je l'assume et je le revendique, ils se trompent profondément et ils n'ont pas pour moi une démarche cohérente d'écologie. Voilà. Il y a une façon de construire. Aujourd'hui, on ne fait plus des bars. Voilà, on construit en milieu urbain, on densifie, mais on garde des espaces de respiration, on développe les modes doux, on peut faire de la production locale, des circuits, on peut faire plein de choses comme ça. Mais on construit en ville parce que c'est là qu'il y a les activités et parce qu'on peut vivre de façon confortable, agréable en ville. Moi, je ne veux pas envoyer les gens à Perpète.
Et comment on défend du coup l'écologie à l'Assemblée? Est-ce que c'est pas trop difficile à porter comme ambition? Si, c'est difficile. C'est difficile parce que on a un modèle économique qui s'est instauré depuis allez, 2 siècles, depuis qu'on a le pétrole. En gros, depuis qu'on a épargné la peine humaine, qu'on a divisé la peine humaine par 7. C'était pour les gens qui ont découvert le pétrole, le gaz, le charbon, enfin, ça a été incroyable, quoi. Ils ont fait 7 fois plus vite ou avec 7 fois moins d'efforts ce qu'ils faisaient avant. Voilà. Et donc, notre modèle économique, qui est fondé sur la consommation d'énergie, est fondé sur la consommation des énergies fossiles. Donc, modifier tout ça, mais c'est énorme. On ne se rend pas compte de l'énormité. Puis c'est la planète entière qui fonctionne comme ça. Donc bien sûr que c'est difficile. Puis vous avez du pétrole partout, dans les plastiques, vous avez des produits de la chimie partout. Donc oui, bien sûr que c'est difficile. Mais il ne faut pas laisser croire qu'il y aurait un Superman qui arriverait là, qui serait une espèce de, je sais pas quoi, moi, de Dieu qui saurait tout, et puis qui viendrait, puis qui vous expliquerait tout à tout le monde, que tout le monde comprendrait, et puis que tout le monde se mettrait derrière lui. Ça n'existe pas, ça. Et même si vous aviez un dirigeant super écolo, j'en connais pas un seul d'ailleurs dans le monde qui soit écolo, et ben tout seul, le pauvre, il n'y arriverait pas. Donc, parce qu'à minima, c'est avec l'Europe, et encore, l'Europe de l'Ouest, parce que l'Europe de l'Est n'est pas trop branchée sur l'écologie. Et au fond, c'est ça qui me terrifie, moi. C'est que je me dis que même si les dirigeants de l'Ouest de l'Europe, qui sont les, je ne vais pas dire les plus en avance, mais les moins en retard, depuis les pays du Nord jusqu'à l'Espagne, en passant par la France, le Benelux, l'Allemagne, l'Italie, faisaient au mieux ce qu'il fallait faire. On ne représente que 7% de la population mondiale. La planète, elle crame quand même. Voilà. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est comment on embarque toute la société humaine mondiale. Et là, j'ai des doutes profonds. Voilà. Donc bien sûr que c'est dur. C'est hyper dur. Mais aborder le sujet sous forme de... En France, il y aurait ceux qui seraient écolos, qui sauraient quoi faire, qui donneraient la leçon aux autres, et puis les autres qu'on exclurait, parce que c'est comme ça que ça se passe, qui ne seraient pas écolos, qu'on disqualifie. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur stratégique! Au vu de l'urgence, c'est une tactique politique, je le comprends bien, pour prendre le pouvoir. Mais si vraiment c'est grave l'écologie, ce que je crois, eh bien, on donne sa chance à tout le monde, à tous les citoyens qui ont plein de contradictions. Voilà, à celui qui me dit hier dans mon porte-à-porte, ah bah ça y est, monsieur Alauzet, j'ai abandonné les bouteilles en plastique. Quelle affaire? Bah, je lui dis, c'est bien. Je lui dis pas, ouais, vous êtes loin du compte, quoi. Voilà. Et donc, si on dit, bah voilà, c'est nous les écologistes, et puis en plus on va à l'extrême gauche, et puis on dit tous les autres sont nuls, mais on espère quoi? Juste faire des scores aux élections, puis avoir des élus, et puis alors, ça change quoi au fond? Non, ce qu'il faut, c'est être bienveillant avec toutes celles et tous ceux qui ont envie de faire, qui n'ont pas forcément les idées pour faire, ou qui sont coincés, parce qu'ils ont acheté une voiture diesel il y a 1 an et qu'ils ne vont pas la changer demain, parce qu'ils ont acheté une maison à 20 km de Besançon de leur lieu de travail, et puis ils n'ont pas bien réfléchi à l'époque que, bah oui, il faut leur donner un peu de temps, et puis il faut être bienveillant avec eux. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a une façon d'aborder l'écologie qui est de se quereller entre nous, alors que globalement, les Français sont moins en retard que les Américains. Voilà. Et donc, il y a urgence, mais en même temps, il faut embarquer tout le monde. Voilà. Donc, moi, c'est aussi ma stratégie politique, aussi d'avoir rejoint Emmanuel Macron, qui se convertit progressivement, un peu lentement, mais progressivement, à l'écologie, et qui, lui, peut avoir une parole européenne, que n'aura pas Mélenchon, par exemple. Mélenchon est disqualifié au niveau européen. Macron, il est écouté au niveau européen. Donc, s'il avance sur certains sujets, ben, il peut, avec d'autres dirigeants qui maturent aussi ces questions-là, ils peuvent avancer ensemble et puis essayer de faire avancer la communauté internationale. Donc l'objectif, c'est de trouver une coopération plutôt au niveau international et pas forcément à l'Assemblée, d'exporter le débat sur la scène internationale. À toutes les échelles. Mais moi, je pense que ces sujets-là, les dynamiques les plus fortes, elles sont à la fois au niveau local et international. Après, tous les échelons jouent leur rôle. Et évidemment, l'État joue son rôle, et à l'Assemblée nationale aussi. Mais on voit bien que 20% des lois françaises sont issues des directives européennes. Mais pour l'environnement, c'est 60%. Donc l'essentiel des avancées en matière d'environnement et d'écologie, c'est l'Europe. Et parfois, c'est très difficile de se décaler par rapport à l'Europe. Vous voyez, la question du glyphosate, par exemple. Moi, j'avais déposé un amendement pour l'interdire, mais je savais que ce n'était pas jouable. Aucun pays ne l'interdit en Europe. Si, deux. Le Luxembourg. Donc, vous voyez l'agriculture au Luxembourg. Bon, c'est pas très compliqué, l'interdire le glyphosate.
Et un deuxième pays qui l'interdit, c'est l'Autriche. Et au bout de 3 mois, ils sont remis en arrière. Et donc, c'est le type de mesure, si vous ne les faites pas au niveau européen, alors on peut dire, ah, ils n'ont pas arrêté le glyphosate, les méchants, ils ne sont pas écolos. Mais non, c'est pas comme ça. Mais on a diminué de 50% le glyphosate. Et la France, contrairement à ce qu'on dit, Macron qui n'est pas écolo, eh ben, c'est lui qui a le bilan sur le glyphosate le moins mauvais. Je dis pas le meilleur, le moins mauvais, parce qu'on a baissé de 50%. Les autres n'en sont pas là. Vous voyez comme les choses sont compliquées, quoi. Voilà, et je trouve qu'on est sous prétexte de gagner des voix, on excite les gens, on les énerve. Regardez, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Moi, on me disqualifie en tant qu'écolo. On essaye de me disqualifier en tant qu'écolo. Voilà, parce que je n'ai pas voté tous les amendements démagogiques et surenchères de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Ben non. Et puis je ne soutiendrai pas le projet de Gervais Lévette. Voilà, puis on dira que je ne suis pas écolo. Pas grave, j'ai dépassé le stade. Peut-être dernière question. Oui. Dans votre carrière politique, vous avez exercé, parfois cumulé plusieurs mandats, alors conseiller général, conseiller municipal, entre autres, et la fonction de député qui nous intéresse aujourd'hui. Comment fait-on pour concilier ces fonctions et représenter efficacement les intérêts des électeurs à toutes les échelles? Et ma deuxième question va peut-être vous paraître plus piquante. En cumulant, n'agissez-vous pas comme un politique des années 1980, qui a un petit peu un train de retard quand même? Alors vous tombez bien ou vous tombez mal, je ne sais pas ce qu'il faut dire, les deux sont vrais, parce que justement, je n'ai cumulé que pour finir un mandat. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai été conseiller régional en 1998, j'ai mené la liste des municipales en 2001, 3 ans après, nous avons eu 10 élus, 3 adjoints. Et bien je n'ai pas pris ce poste d'adjoint, parce que j'étais conseiller régional. Donc je n'ai pas cumulé. J'étais conseiller municipal, ça on peut, m'accorderait qu'on peut être conseiller municipal et avoir un poste comme conseiller régional. Et puis il se trouve qu'un des élus a flanché au bout de quelques mois et j'ai été contraint par mes amis de prendre le poste d'adjoint. Mais du coup, comme j'ai été adjoint en 2002, et bien en 2004, je ne me suis pas représenté à l'élection régionale. J'ai terminé mon mandat, mais je n'ai pas repris mon mandat de conseiller régional. Et donc, je n'ai quasiment pas cumulé, si ce n'est des périodes transitoires qui étaient des fins de mandat, et je suis un anti-cumul lard et un militant de l'anti-cumul. Donc, c'était une question piquante, mais qui n'était pas posée à la bonne personne. Et vous avez raison, c'est le vieux monde, le cumul. Voilà, moi, je ne sais pas comment je pourrais être... je me suis présenté à l'élection municipale. De toute façon, j'aurais été obligé de démissionner de l'Assemblée nationale. Mais de toute façon, même... Parce que maintenant, on ne peut plus faire ça. Mais je ne vois pas comment on peut être maire de Besançon et député. C'était le cas ici. Non, ce n'est pas du tout dans ma culture.